Alors, je suis venu vous parler de Montreux Comédie, mais je ne suis pas un humoriste. Donc, ne vous attendez pas à avoir des vannes de ma part. Mais si vous êtes en manque de vannes, ou si je suis un peu long, n'hésitez pas à aller sur Montreux Comédie, voir des sketchs. Il y en a mis plein de nouveaux. Donc, ça peut vous détendre un petit peu l'atmosphère. Alors, l'humour, je suis très heureux quand on m'a annoncé qu'on me proposait cette keynote. C'était pour moi une vraie joie parce que l'humour, parler de l'humour dans un cadre comme celui-ci, avec des start-upers, avec des investisseurs, avec toute l'économie de la tech et de la French Tech, ça m'a fait particulièrement plaisir parce que c'est une reconnaissance pour l'humour. Alors l'humour est-il une valeur d'avenir? J'ai vu tout à l'heure le film. Est-ce que l'humour peut changer le monde? Moi, j'en suis intimement convaincu. Et je rentre du festival de Lille qu'on a créé, le festival Lillarius, qui a lieu en ce moment, qui a commencé lundi, qui se termine samedi. Et hier, on avait deux grands panels avec toute l'industrie de l'humour francophone qui était là et qui parlaient justement des pratiques de l'humour, de cette évolution de l'humour incroyable qu'on vit ces dernières années. Ce soir, je retourne à Lille pour assister à la grande conférence du festival. L'année dernière, la conférence, son thème, c'était l'humour peut-il sauver le monde? Cette année, c'est l'humour à travers le monde, donc de voir comment l'humour finalement se porte et puis comment il se pratique, que ce soit en France, évidemment on le connaît, mais que ce soit dans des pays moins connus comme la Chine, la Russie, l'Afrique, etc. Donc on voit bien que, en tout cas, l'humour est aujourd'hui omniprésent, l'humour est partout. Et moi, ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur parce que on dit voilà, est-ce que l'humour, on peut accompagner l'humour à travers sa vie? Moi, ma vie, c'est l'humour. Depuis maintenant 33 ans, j'ai créé le festival, le Montreux Comédie, j'avais 21 ans, j'étais étudiant en HEC à Lausanne, et je l'ai créé parce que j'étais persuadé, à ce moment-là, j'étais intimement convaincu que l'humour était une valeur qui allait devenir une valeur majeure. Alors, pour vous raconter la petite histoire très rapide, j'ai créé ce festival à l'époque, c'était pour aider des amis à moi qui voulaient faire ce métier. Et ils ne savaient pas comment faire ce métier. Ils en avaient envie, mais ils ne savaient pas comment le faire. On était en Suisse, un peu loin du centre de Paris, donc ils ne savaient pas comment rencontrer les quelques producteurs qui s'intéressaient à l'humour. Alors, on a créé le festival, j'avais créé le festival pour eux, et puis j'ai fait venir quelques producteurs de Paris, dont notamment les producteurs de télévision. Et puis, certains ont pu, en tout cas, avoir leur première chance. Et donc, voilà, c'est parti comme ça, avec l'idée de faire découvrir des gens et de faire découvrir des artistes. En l'occurrence, c'était mes potes. La deuxième année, évidemment, j'avais épuisé 100% de mon réseau artistique. Donc, il a fallu que j'aille un petit peu chercher ailleurs les artistes. J'ai voyagé un peu dans quelques petits festivals de café-théâtre. À l'époque, on parlait du café-théâtre. Et puis j'ai quelques artistes qui sont venus. Et ça s'est avéré des bons choix. C'était des gens comme Patrick Timsit ou Anthony Cavana, pour citer qu'eux. Mais il y avait aussi Eric et Ramsey, Laurent Gérard, enfin plein de gens qui aujourd'hui sont des artistes très établis. Et ils ont été de nouveau à Montreux, découverts à ce moment-là. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, mon feeling, mon instinct, qui était que l'humour pouvait être international, que l'humour pouvait être un art majeur, ça s'avérait chaque année, parce que ce soit un public suisse ou un public français, finalement, on riait à peu près des mêmes choses. Et aujourd'hui, ça peut paraître complètement fou quand je dis ça, mais à l'époque, il y a 30 ans, on me disait, mais tu sais, les humoristes suisses, on ne peut pas les faire monter à Paris parce qu'on ne les comprendra pas. Et puis les humoristes français, ils vont venir en Suisse, ils parleront de politique, on ne comprendra pas trop ce qu'ils racontent. Et en fait, tout ça, on s'est bien rendu compte que évidemment, tout ça était dans nos têtes, parce que l'humour est international et l'humour n'a pas de frontières. En tout cas, il y a évidemment des différences culturelles d'une région à l'autre, mais fondamentalement, on rit à 80% ou à 90% des mêmes choses. Et donc, comme je voyais ce fonctionnement de ce début, en fait, ces balbutiements de l'humour, il y avait quelque chose en tant qu'entrepreneur, il y avait quelque chose qui me dérangeait un peu en Europe, c'est qu'on ne considérait pas l'humour comme un art important, on ne considérait pas ça comme quelque chose d'essentiel. Alors j'ai bougé un peu, j'ai toujours fait ça dans ma vie, quand je n'avais pas forcément la réponse autour de moi, j'essayais d'aller voir ce qui se passe ailleurs, et je suis allé aux États-Unis à ce moment-là, où là j'ai découvert, de nouveau aujourd'hui ça paraît fou, mais à l'époque c'était une réalité pour moi, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas toutes ces choses-là, donc je vais aux États-Unis,
Et je découvre en fait un mot qui m'a drivé ma vie, qui était comedy is a serious business. Et qu'effectivement, quand on se tournait du côté nord-atlantique ou du côté anglophone, on voyait que la comédie, c'était un art majeur. C'était évidemment les comédie clubs, c'était la télévision à l'époque, c'était le cinéma, et qu'un humoriste ou un auteur avait ce parcours de la scène aux médias. Donc je suis revenu en Europe, j'avais 24 ans à peu près, 23-24 ans, et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je veux faire ça en Europe, je veux absolument importer cette vision que l'humour est quelque chose qui peut être majeur et qui peut traverser les médias. En fait, à l'époque, les médias étaient justement la télévision principalement. Donc j'ai convaincu, avec beaucoup de tchatch, beaucoup de courage, les diffuseurs de l'époque. Alors c'était la télévision suisse romande, c'était la télévision française, France 3. Et ils m'ont accompagné, en tout cas ils ont fini par me dire on va y aller, on va filmer Montreux. Et c'était en 96, 97. Et là, on a eu une génération d'humoristes qui est sortie de ce moment-là. C'était voilà, des gens comme Éric Antoine, par exemple, pour prendre des exemples, ou Arnaud de Samer, ou même les tout débuts de Jérémy Ferrari. Mais je me rendais compte quand même, à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas complètement. Comme mon ventre me disait, alors c'est bien, je fais de la télé, mais la télévision voulait des artistes très établis, voulait des gens très connus, des gens de théâtre, etc. Et moi, je voyais bien ce qui se passait dans les cafés-théâtres, dans les comédie clubs. Je voyais bien qu'il y avait une nouvelle génération qui arrivait, puis qui était avide vraiment de monter sur scène et de prendre la parole. Et je faisais un peu le grand écart permanent, en disant, je rassurais les téléspectateurs, je rassurais les diffuseurs, je rassurais le public avec des gens un peu connus, et je mettais toujours un maximum de jeunes talents dans nos shows pour aider vraiment à découvrir des gens. Parce que je gardais toujours cet ADN de départ qui était de faire révéler des talents. Donc ça a permis de faire évoluer un peu le festival. Et puis évidemment, les choses ont été qu'en s'amplifiant. Il y a eu à un moment donné l'arrivée en France des chaînes de la TNT, donc c'était France 4, Paris Première, C8, C-Star, etc. Et producteur, j'étais donc producteur de télévision, parce que je faisais beaucoup de choses aussi à côté du festival. Et quand on voit arriver ces chaînes de télévision, je vois ça comme une opportunité incroyable. Parce que je me dis, enfin, j'aurais pas 2 clients potentiels en France, parce que c'était vraiment France Télévisions ou TF1, un peu M6, et encore, c'était pas trop à l'époque, ou Canal, mais Canal, ils venaient pas trop jusque vers nous. Et je me dis, OK, il y a plein de chaînes de télévision qui arrivent, donc on va les approcher. Et ces chaînes de télévision nous disent une chose qui était un peu à contre-courant du métier à l'époque. Elles nous disent, on a peu d'argent, et ce qu'on veut, c'est faire des multidiffusions. On veut vous prendre des droits et au lieu de les diffuser 1 fois ou 2 fois par année, on va les diffuser 4-5 fois par semaine. Et ça va être diffusé à plusieurs heures du jour, le matin, l'après-midi, le soir. Et c'est totalement à contre-courant du monde de l'époque. C'est-à-dire que les artistes étaient prêts à être vus en télévision, mais à condition d'être très bien payés et d'être peu diffusés. Et on est exactement à l'inverse de ce que veulent les chaînes. Donc moi, je vois ça comme entrepreneur et je me dis, il y a une opportunité là qui est de renverser la table. Je me dis finalement, tout ce qu'aujourd'hui on me dit et tout ce que les diffuseurs me disent, parfois les grands écarts entre ce qu'eux ils ont envie, de ce que moi j'ai envie de défendre, etc. Je me dis peut-être qu'avec la TNT, je vais pouvoir renverser cette table et de dire aux chaînes, OK, j'accepte vos conditions, mais vous me laissez par contre totalement libre de la programmation et vous me faites confiance à 100%. Je vous amène des artistes que vous ne connaissez pas, ils vont être multidiffusés. Ils vont être payés le prix que vous voulez qu'on les paye, donc on va accepter vos conditions, mais par contre, vous me laissez faire. Et ils ont accepté. C'est France 4 à l'époque qui accepte cette condition. Je profite de signer 5 ans parce que je me dis, mon pif me dit que je vais être copié très vite, donc autant verrouiller les choses. Ils acceptent le projet et c'est parti. Et là, l'arrivée de la TNT pour nous a été vraiment un game changer, comme on dit, comme on dit en général, parce qu'à partir de ce moment-là, on avait une diffusion qui était mis bout à bout, ça faisait quand même des millions de gens qui nous voyaient en France. Et puis, on avait la capacité de mettre les gens qu'on voulait. Et donc là, on est allé vraiment chercher des artistes absolument emblématiques. Je citerai par exemple Blanche Gardin. Blanche Gardin, qui est aujourd'hui quelqu'un évidemment d'extraordinaire que tout le monde voudrait avoir. À l'époque,
les gens ne voulaient pas la mettre en télévision. Moi, je me rappelle que quand je disais j'adore Blanche Gardin, les gens me disaient mais c'est trop vulgaire, c'est beaucoup trop cru, ça ne marchera jamais. Et en fait, le fait de la mettre sur notre chaîne Montreux Comédie sur France 4 a fait qu'elle a été multidiffusée. Et un jour, Blanche me dit mais c'est incroyable, hier soir j'étais à Marseille, la salle était pleine et tout le monde à la fin me disait je t'ai vu sur Montreux Comédie. Donc en fait, j'ai senti qu'à ce moment-là, on avait gagné plus ou moins le pari. En tout cas, on commençait à gagner le pari. Et puis, ce qui est arrivé, c'est le chemin qui continue. Vers 2005, 2006, 2007, comme ça, je me rends compte de nouveau qu'il y a quelque chose qui me manque, en fait. Il y a quelque chose aujourd'hui qui, malgré tout, il manquait en fait ce lien direct avec le public. Et parce qu'en fait, finalement, on diffusait nos spectacles, les artistes nous donnaient des retours, certains diffuseurs nous donnaient des retours, mais le public, il nous en parlait quand on les croisait, mais on n'avait pas ce retour direct. Et donc là, de nouveau, je me dis, il manque un truc, il y a quelque chose qui manque. Et je vais visiter pas mal de salons. J'avais besoin à ce moment-là de m'aérer un peu la tête. Et je vais sur un salon qui s'appelait Lift, peut-être vous en avez entendu parler, qui était très avant-gardiste au niveau de la technologie, qui avait lieu en Corée du Sud. Et donc je vais là-bas, je vais rencontrer des acteurs de l'économie et je rencontre des gens de YouTube. C'était 2007. Des gens qui venaient de Californie. Donc je suis dans un panel, je discute avec des gens et à un moment donné, il y a un gars qui vient vers moi, il me dit voilà, moi je me parle, il était un gars de YouTube et il me dit tout ce que tu as dit par rapport à la télé, oublie ça, la télé c'est mort, c'est fini. Maintenant tu mets tout sur YouTube et tu mets tout sur les plateformes technologiques. Donc moi je vois ça, je me dis waouh, c'est peut-être enfin pour moi la possibilité d'aller vers ce que j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire découvrir des talents, les produire dans d'extraordinaires conditions et les diffuser en direct et parler à mon public. Et voilà, donc je reviens en Europe, j'explique ça à mes équipes. Personne connaissait YouTube ici, ou très peu. C'était plutôt Dailymotion, donc les acteurs, mais ça démarrait en fait, c'était vraiment balbutiant. Et en tout cas, dans notre monde à nous, on les connaissait peu. Peut-être dans le monde de la tech, tout le monde le connaissait déjà, mais nous, on les connaissait peu. Les artistes n'avaient pas forcément envie d'y aller, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils allaient sur Internet. Et je parle avec les chaînes de télévision et je leur dis... Il faut absolument qu'on y aille là. Il faut absolument que vous nous laissiez et vous nous ouvriez les droits pour pouvoir aller sur ces plateformes parce que c'est là qu'on va toucher le public de demain. Les chaînes acceptent alors qu'ils ne comprenaient absolument pas les enjeux de ces médias et on le fait. Et Montreux Comédie devient le plus premier festival à être diffusé sur les plateformes sociales. Et on parle de 2008. Et donc voilà, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que les vidéos circulent sur le web, les vidéos continuent à tourner sur la télévision, on réussit à mélanger les deux, et on a un nouveau public qui arrive, on a des nouveaux artistes qui viennent. Les influenceurs commencent à s'intéresser à nous, certains nous disent voilà, on aimerait faire des sketchs, est-ce qu'on peut venir les tester à Montreux? On leur dit oui, et les choses est partie. Et aujourd'hui, Montreux Comédie, c'est... Quelques chiffres, c'est 1 500 000 vues par jour, c'est 50 millions de visiteurs uniques par an sur nos plateformes. Et depuis la création de nos chaînes, c'est 3 milliards de vues. Et aujourd'hui, c'est un média. Montreux Comédie n'est plus qu'un festival, c'est aussi un média qui nous permet, par exemple, de lancer un Paul Mirabel, qui est le dernier en date connu, qui vient chez nous, qui fait 23 millions de vues sur la chaîne Montreux et qui passe vraiment du jour au lendemain vraiment de découverte à mégastar. Aujourd'hui, Paul Mirabel, il remplit des zéniths en France. Il fait des ventes incroyables. Et l'histoire, c'est vraiment, je suis jury dans un concours qui s'appelait le Campus Comédie, où il y avait des jeunes qui venaient se présenter. Je vois Paul, il gagne le prix. Je l'invite à Montreux 2 semaines après. Il fait son sketch, 23 millions de vues derrière, et il remplit des zéniths. Tout ça dans un espace de 6 mois entre le moment où je le vois, enfin globalement le moment où j'entends parler de lui et Montreux. Donc maintenant on en est là. Ce qui s'est passé aussi pour nous, c'est que tout ce qu'on a imaginé, tout ce que j'avais imaginé pendant 30 ans, en fait, souvent, comme souvent quand on est entrepreneur, on a une vision. Pour nous, c'est évident ce qui se passe, c'est évident que ça va arriver, mais il y a la réalité des partenaires, la réalité du public, la réalité économique qui fait qu'on n'arrive pas toujours à joindre la vision de la réalité. Mais on était prêts. Et en 2020,
quand arrive la pandémie, voilà, avec tout ce qu'on connaît, avec l'arrêt complet de notre activité, on était quand même à la base, on est toujours un producteur live, donc on est toujours tributaire des événements physiques. En 2020, évidemment, tout s'arrête. Et là, tous les gens qui travaillaient pour moi m'appellent. Moi, j'étais confiné en Suisse, dans des bonnes conditions quand même, c'est vrai, parce qu'on pouvait quand même, nous, en Suisse, on pouvait encore sortir sans avoir des autorisations signées par nous-mêmes. On pouvait aller dehors, on pouvait aller courir, etc. Les gens m'appellent et me disent, mais qu'est-ce qui va se passer, en fait? Il n'y a pas de festival, le festival va être annulé, mais qu'est-ce qu'on va devenir? En plus, comme vous le savez, nous, on est des gros employeurs d'intermittents du spectacle, donc des gens qui n'ont pas forcément de contrat à longue durée, donc pas possibilité de les aider, enfin bref, tout le problématique administratif. Et je parle avec des collègues et tous me disent qu'ils veulent arrêter, qu'ils arrêtent, qu'ils vont tout réduire, etc. Et moi, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais j'ai une inspiration où je me dis, on va maintenir tout le monde, on va garder l'emploi à 100%. Et je dis à toutes mes équipes, je leur dis, écoutez, je ne sais pas ce que vous allez faire cette année, mais je sais que vous allez faire des choses. Mais on va rester ensemble. Et on va sortir de... Je leur dis, ça durera certainement beaucoup plus longtemps que ce qu'on nous disait en 2020, mais on s'en sortira tous. Et à ce moment-là, je demande à toutes mes équipes de dire, OK, imaginez des nouveaux concepts, imaginez qu'on puisse se réunir sur scène, imaginez qu'est-ce qu'on peut faire avec les artistes, donc quelles vidéos on peut faire, quel contenu on peut faire. On a créé des pop-up à un moment donné, quand il y avait une ouverture, par exemple, quand tout d'un coup, la pandémie, on avait un mois où on pouvait monter, on pouvait se réunir nouveau physiquement dans une salle. Tac, en un mois, on montait le pop-up et on allait filmer des artistes qu'on avait envie de filmer. J'ai dit, réfléchissez aussi de manière territoriale. Qu'est-ce qu'on peut faire en France? On peut peut-être rien faire en France, peut-être qu'on peut faire des choses ailleurs. Et là, tout d'un coup, Abidjan, par exemple, capitale où on était présent avec un petit festival, Abidjan n'a jamais fermé pendant la pandémie. Donc moi, je dis à mes équipes, je dis, écoutez, on a des émissions de télé à faire, on a des captations à faire, allons les faire à Abidjan. Et tout le monde me dit, mais c'est pas possible, on peut pas aller à Abidjan, ça marchera jamais. Je dis, mais si, allons-y, on va aller à Abidjan. Et donc, j'ai des équipes qui sont confinées à Paris, qui se disent, finalement, entre aller à Abidjan une semaine, faire de la production ou rester chez nous, autant aller à Abidjan. Donc, ça bouge. L'entreprise n'a jamais autant travaillé, jamais autant. Évidemment, le Zoom, qui était déjà pour nous, le Meet, qui était déjà une réalité, devient la réalité de tout le monde. Donc on peut, en plus de ça, ce qui était formidable, parler avec nos partenaires, les chaînes de télévision, etc., les plateformes, enfin on pouvait monter tout ça. Et tout le monde se met au boulot pendant cette pandémie. Et on fait 2 fois plus de contenu qu'on en avait fait dans une année normale. Et à la fin 2021, parce que ça dure évidemment 20-21, on se rend compte que tout d'un coup, tout ce qu'on avait imaginé avant, le fait de pouvoir monter des festivals à travers le monde, de pouvoir faire parler des Africains avec des Québécois, faire un festival à Lille alors qu'on n'avait pas forcément imaginé le faire avant ça, tout se met en place. Et je vous donne quelques chiffres comme ça. Avant la pandémie, on était une vingtaine d'employés permanents et on était à peu près une centaine d'intermittents du spectacle, qui étaient donc des contractuels assez réguliers. Après la pandémie, on est 80 permanents. On a recentré toute la boîte à Paris parce qu'on avait des filiales un peu en Suisse, en France, en Afrique et un peu en Belgique. On a tout ramené sur Paris parce que c'était vraiment le centre, pour nous, le centre de notre monde francophone. Et puis, on emploie à peu près 250 intermittents. Donc, on a quasiment quadruplé, on va dire triplé les effectifs permanents et puis fait 1,5 fois les effectifs intermittents. Et maintenant, on a un festival à Lille, on a un festival à Abidjan, on a un festival en Algérie, un festival à Johannesburg, un festival à Montréal qu'on ouvre au mois de mai prochain. On a repris un festival à Cannes pendant la pandémie qui, lui, a fait l'effet inverse que nous, c'est-à-dire le chemin inverse. Il a dit, voilà, il ne savait pas comment s'en sortir, donc il a préféré arrêter son activité, donc on l'a repris. Et maintenant, on est en train de préparer la suite, parce que ça nous a donné des ailes en tant qu'entrepreneur. On s'est dit finalement, la vision qu'on avait dans notre tête, elle était juste. On a souvent été chercher l'approbation à l'extérieur en disant, voilà, est-ce que les télés aiment ce qu'on fait? Est-ce que le public aime ce qu'on fait? Est-ce que les artistes aiment ce qu'on fait? Finalement, on s'est dit, ayons confiance en nous et préparons la suite. Et la suite, maintenant, c'est évidemment le métaverse, le comédiverse, les nouvelles réalités virtuelles. C'est aussi le multilingue. On va faire notre premier spectacle multilingue à Montréal au mois de mai, où il y aura dans la salle des artistes qui parleront français, non français, et avec des traductions simultanées
pour rapprocher toujours les communautés, pour rapprocher les gens qui aiment l'humour. On va lancer notre plateforme, la plateforme Joke Nation, qui sera le meilleur du stand-up international, qu'on lance aussi à Montréal au mois de mai. Et on se dit, voilà, l'humour, c'est une réalité, c'est la réalité d'aujourd'hui. L'humour est un art majeur, c'est un art qui change nos vies. Et nous, on espère que le groupe Joke Nation et le groupe que j'ai la chance de présider sera un des leaders mondiaux de l'humour et qu'on restera basé à Paris, mais qu'on essaiera d'imaginer qu'on puisse faire rire la planète avec du stand-up et avec ce qu'on fait. Voilà, mes 20 minutes sont terminées. Merci pour votre attention. Merci.